Bonjour YouTube, bienvenue, on est bientôt à la fin de cette première semaine de Tour de France. C'est donc le 6e débrief d'étape de ce Tour de France. Une étape qu'on avait annoncée comme étant peut-être la plus belle sieste du Tour de France. Et ben c'est ce qu'on a eu. C'est ce qu'on a eu, une très très belle sieste. Alors il y a eu quelques petits remous quand même, mais très très légers. C'est une étape qui nous a pas donné d'échappée. Zéro échappée. Une petit coup de bordure à un moment donné, mais pas grand-chose qui s'est passé aujourd'hui. L'étape était promise aux sprinters, elle s'est disputée entre sprinters, et à ce jeu-là, c'est Dylan Groenewegen qui s'est imposé devant Jasper Philipsen. Encore un vainqueur qu'on pourrait qualifier de surprise, puisqu'il n'était pas parmi les très gros noms du sprint au départ. Encore un sprinter qui revient un petit peu d'entre les morts, puisque la dernière victoire de Dylan Groenewegen, c'était en 2022, en plus en début de tour du côté de Sønderborg. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et encore avant ça, il fallait remonter en 2019. Donc entre Cavendish hier et Groenewegen aujourd'hui, on est quand même sur un tour des sprinters hors de leur prime. Même Girmay, c'était plus ou moins une surprise. Victoire de Dylan Groenewegen, du coup, pour une deuxième victoire d'affilée d'un sprinter qu'on avait un peu perdu de vue, un sprint très propre et un sprint qui confirme ce que j'ai dit un peu hier, c'est-à-dire que on est quand même sur une année presque bénie pour le sprint massif, puisqu'on a encore à 150 mètres de la ligne 3, 4, 5 vainqueurs potentiels sur la même ligne, et ça je trouve ça assez bandant, hein. Alors non pas que les dominations n'étaient pas bandantes, mais je trouve ça assez intéressant de voir enfin un Tour de France avec un vrai Royal Rumble du sprint, avec aucun sprinter vraiment à la rue. On voit des morts-vivants qui reviennent d'entre les morts, hein, qui font des top 10. Pascal Ackermann était là, même Arnaud Démare était là aussi dans le final aujourd'hui. Mais Fernando Gaviria, sur lequel on n'aurait pas misé un copec, est encore dans les premières positions aujourd'hui. Donc oui, les sprints massifs sont hyper intéressants. On a vu sur cette étape un train se démarquer, et c'est pas vraiment celui qu'on a attendu, puisque à 2 km de l'arrivée, on a vu le train Uno-X prendre les rênes du peloton, et juste après, on a vu le train Arkea. Donc c'est vraiment pas ces trains-là qu'on a attendu. On a vu un final pas forcément aussi houleux que hier, mais quand même, il faudra le souligner un petit peu après, on en parlera. Jasper Philipsen a quand même tendance à un petit peu jouer des coudes, et à un moment donné, ça va lui jouer des tours là-dessus. Voilà là-dessus, Phil Bowes qui fait top 5 effectivement. Le top 10 il est très très homogène quand même, hein. C'est vraiment une très très belle grande boucle pour le sprint. Moi qui adore les sprints, je trouve ça génial, je trouve que c'est l'expression la plus pure du cyclisme, dans sa tactique, dans sa mise en place, dans son adrénaline, et je trouve ça vraiment génial qu'on ait un plateau de sprinters aussi élevé, même s'il en manque peut-être 2, il manque Tim Merlier, il manque Jonathan Milan, mais sinon ils sont tous là, ils sont tous au top de leur niveau, donc ça c'est vraiment assez chouette, et j'espère que ça va continuer comme ça pour les prochaines étapes de sprint. On en aura alors peut-être une du côté de Colombey-les-Deux-Églises, c'est plutôt une étape de transition. Sinon, la prochaine, ce sera du côté de Saint-Amand-Montrond, mardi prochain, après la journée de repos. On en aura 2 autres, Villeneuve-sur-Lot et Pau, et une dernière du côté de Nîmes, après l'autre journée de repos. Merci Bistouflex de Maupassant, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui lâchent des pouces, merci à ceux qui prennent le temps de commenter sur YouTube. Ça me fait très très plaisir. Il manque Geoffrey Soupe surtout, exactement, il manque Geoffrey Soupe. Qu'est-ce qu'on a à raconter sur cette étape? Alors déjà, on va revoir le profil. Le profil de cette étape, on l'avait dit hier, hein, c'est la grosse sieste, ça a été la grosse sieste. Donc 164 km de tout plat entre Mâcon et Dijon, une toute petite difficulté en début d'étape qui d'ailleurs a été disputée entre Abramsen et Axel Zingl. Bon, aucun intérêt dans l'absolu de cette montée, et derrière ça a été une longue procession jusqu'à 70 km de l'arrivée, où on a vu un petit coup de bordure qui s'est vite résorbé malgré tout, avant qu'on voit ce Royal Rumble dans les rues de Dijon. C'était la première fois depuis presque 30 ans qu'on arrivait dans les rues de Dijon. Quand même, c'est une ville connue, une ville française notable, et ça faisait plus de 25 ans qu'on n'avait pas foutu les pieds du côté de Dijon. Victoire donc de Dylan Groenewegen qui s'impose devant tout le monde, devant Jasper Philipsen, encore déçu, mais encore pas ouf, simplement pas ouf, Jasper Philipsen. Binyam Girmay, toujours aussi surprenant, qui chope la 3e place. Binyam Girmay, avant le Tour de France, on l'avait plus ou moins rangé dans la catégorie sprinter-puncher, mais pas pour des sprints massifs comme ça, hein. Il y a une saganisation, on va dire, de Binyam Girmay qui est assez intéressante, je trouve. Fernando Gaviria 4e, Phil Bowes 5e, Arnaud Delis décevant qui fait 6e, Wout van Aert enfermé dans le final qui ne fait que 7e, et derrière on retrouve tous les usual suspects. Le grand absent de ce top 10, c'est Mats Pedersen. Il avait chuté hier, il a pris le départ ce matin, il a disputé le sprint intermédiaire, mais il n'a pas été en mesure de disputer la victoire ce soir.
soir. En tout cas, on en est à 3 étapes de sprint, pardon, et toujours pas de vainqueur parmi le Big Three, donc Arnaud Delis, Jasper Philipsen et Mats Pedersen. Voilà pour l'étape du jour. Le classement général, évidemment, ne change pas. Toujours Tadej Pogačar en jaune jusqu'à au moins demain, puisque demain, on en parlera un petit peu plus tard, ce sera le contre-la-montre bourguignon de la route des vins. Et peut-être que ça bougera du côté du classement, j'en doute, car Tadej Pogačar a quand même un petit peu d'avance et devrait normalement pouvoir colmater les brèches de ce côté-là. Quels sont les enseignements pour l'instant sur ce sprint massif? Moi, j'en ai 2. Sur cette étape principalement. La première, c'est qu'on a entrevu aujourd'hui, sur cette étape, brièvement, la faiblesse de l'équipe UAE. On a vu l'équipe UAE absolument monstrueuse en montagne, là où tous les leaders avaient décroché, ils étaient encore 4 avec Ayuso, Yates et Almeida, et on a vu sur cette étape de sprint que le destin de Pogačar peut basculer sur une étape comme ça, puisque lors du coup de bordure, Pogačar était absolument tout seul devant, tous ses équipiers, sans exception, étaient dans le deuxième peloton. Rappelez-vous en 2019, quand Thibaut Pinot perd 1 minute 30 à cause d'un rond-point à Albi, bah là on est un peu dans la même situation. Ça aurait pu coûter très cher à Tadej Pogačar en cas de, je sais pas, de crevaison, de problème mécanique ou même de deuxième coup de bordure. Donc peut-être que le salut de Jonas Vingegaard ou des autres concurrents à la victoire de ce Tour de France passera par une bordure ou par mettre en difficulté Tadej Pogačar sur le plat, même si ça reste compliqué de le mettre en difficulté là-dessus. Il faudra du vent, il faudra l'étape peut-être de 3, où on voit en tout cas que la faiblesse de cette équipe, contrairement à l'équipe Visma ou même du côté de Soudal, c'est que les coéquipiers de Tadej Pogačar ne savent pas frotter, ne savent pas le placer en haut du peloton. Il est tout seul abandonné dans ces cas-là et ça va pouvoir peut-être potentiellement lui jouer des tours là-dessus. Voilà, le deuxième enseignement de ce sprint massif, c'est qu'il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas tant que ça finalement. C'est que tout le monde peut jouer la gagne. Moi, j'aimerais quand même souligner un truc, c'est qu'à un moment donné, Jasper Philipsen, il va falloir commencer à sévir. Là, sur ce sprint-là, il est encore en train de tasser Wout van Aert. Sur le sprint précédent, il fait une grosse vague qui est à l'origine de la chute de Mats Pedersen. C'est pas la première fois qu'on voit Jasper Philipsen sprinter comme s'il était tout seul. Et je pense que c'est le syndrome des sprinteurs très forts, c'est de penser qu'ils ont tous les droits parce qu'ils vont plus vite que les autres. Or, sur ce Tour de France, Jasper Philipsen ne va pas plus vite que tous les autres. Donc, les risques qu'il prend, les vagues qu'il crée, c'est vachement dangereux pour les autres sprinteurs. Et là, ce jour-là, il n'est pas encore déclassé, mais à un moment donné, il va falloir sévir. Rappelez-vous d'Ilan Ronvegen, il avait cette tendance aussi à faire comme ça. Ça a failli coûter la vie à Fabio Jacobsen. Il va falloir à un moment donné qu'on le stoppe avant que ça fasse encore plus de dégâts. Voilà, c'était quand même le truc que j'avais à dire, moi, du côté de Jasper Philipsen. Ouais, il est tendu, il est nerveux, on l'a vu à l'arrivée. Il était acide, il était amer, et je pense que ça va finir par lui jouer des tours. On sent qu'il a très très envie de la gagner, cette victoire d'étape, mais pas à tout prix non plus. Vivement l'étape de 3. Ouais, vivement l'étape de 3 là. On a le contre-la-montre demain. On verra. En vrai, il n'y a pas beaucoup de chronomanes sur ce Tour de France. Il n'y a que les favoris. Il y a peut-être Stefan Kung, Stéphane Bissegger et c'est à peu près tout en réalité. Alors, on sera attentif aux performances de Bruno Armirail, notre champion, qui n'aura pas ce maillot puisqu'il sera en bleu, blanc, rouge. Mais ensuite, on aura l'étape de Semur-en-Auxois jusqu'à Colombey qui sera une étape de transition. Et enfin, on aura cette fameuse étape de 3 que l'on attend. On l'attend avec impatience avec les chemins blancs, cette étape mi-Paris-Roubaix, mi-Trobreau-Léon qui promet d'être très très sympa. Voilà. Quand même, l'autre enseignement du coup, c'est qu'on a 6 équipes différentes qui gagnent en 6 étapes. Alors, j'ai pas la stat exacte de à combien de temps ça remonte pour trouver cette stat-là. Je suis même pas sûr que ce soit existant, mais c'est quand même assez génial, hein. C'est quand même assez cool de voir que tout le monde peut gagner dans ce Tour de France. Alors on verra, hein, peut-être que les étapes de montagne vont être l'apanage de Vingegaard et Pogačar, mais il nous reste encore pas mal d'étapes avant d'aller attaquer la montagne, hein. Il nous reste l'étape de Colombey-les-Deux-Églises. Normalement, ça devrait être pour une échappée ou de nouveau un sprint. On aura l'étape de 3 où tout est ouvert. On aura l'étape de Saint-Amand-Montrond où ce sera de nouveau un sprint. On peut imaginer qu'Alpecin ou Lidl vont réussir à gagner cette fois, ou même Arnaud Delis. Derrière, on aura le Lioran qui sera une étape pour échapper. On aura 2 nouvelles étapes de transition avant d'arriver pour le coup dans le sprint final de ce Tour de France qui sera très 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 montagneux. Voilà pour ce débrief. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. On arrive à 10 minutes, c'est déjà pas mal pour une étape qui était aussi propice à la sieste et qui l'a été. On va se projeter du coup demain sur l'étape du contre-la-montre. Demain, je vais vous l'afficher tout de suite. Elle va s'afficher devant votre écran. Voilà, hop. Contre-la-montre de 25 bornes, c'est quand même pas mal, entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Donc la fameuse étape où Christian Prudhomme va pouvoir refaire toute sa cave à vin. C'est une étape qui n'est pas vraiment, comment dire,
elle est un peu difficile à lire. C'est-à-dire qu'on a cette côte qui est une côte qui n'est pas non plus impossible à franchir, c'est 1,6 km à 6%, mais cette côte-là, elle risque d'éliminer les purs chronomanes, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer mettre Stefan Kung ou Stefan Bissegger dans l'équation pour un top 3, ça risque de favoriser les favoris. Les routes sont abîmées, les routes sont surtout assez exposées au vent dans ces coins-là, donc ça risque de souffler. C'est très Remco Evenepoel comme parcours, ça c'est une certitude, c'est très Remco Evenepoel. Moi je pense qu'on a une certitude, c'est que ça risque de se jouer entre les favoris, à moins que la météo s'en mêle. Peut-être que la météo va s'en mêler. Elle est très changeante, la météo. Je regarde ma fenêtre, puisque je suis à côté. Je suis à moins d'1 heure de route de Nuits-Saint-Georges. Et ça souffle, ça pleut. Donc peut-être que demain, ça jouera sur le contre-la-montre. S'il se met à pleuvoir, si le vent tourne. En tout cas, on risque d'avoir des écarts puisque c'est quand même 25 km vallonnés et ça risque de faire quelques petits écarts. Est-ce que Tadej Pogačar perdra son maillot jaune? Très honnêtement, j'en doute. On va regarder le classement général. On voit qu'il a 45 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. Ce serait quand même une surprise de voir Remco Evenepoel coller quasiment 1 minute à Tadej Pogačar sur un chrono qui n'est pas non plus interminable. C'est 25 km. Maintenant, attention, ça peut décanter certaines choses du côté du top 5 parce que le contre-la-montre, c'est quand même l'expression la plus pure de la forme du moment et on pourrait déjà voir des gros écarts. Rappelez-vous du contre-la-montre de Jonas Vingegaard qui avait fracassé le Tour de France. Peut-être qu'on se retrouvera dans cette même situation demain, peut-être pas, nous verrons. Voilà. Oh, les France en Isère. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette information-là. Le championnat de France de 2026 se déroulera en Isère et autour du Dauphiné. Donc on risque d'avoir un maillot bleu-blanc-rouge pour un grimpeur. Et ça, c'est assez marrant de ce côté-là. Voilà pour le débrief de l'étape et la projection sur le lendemain. Je vous aurais bien parlé du jeu de l'échappée. Mais il n'y a pas eu d'échappée, donc pas de points aujourd'hui distribués pour le classement général. Donc c'est toujours Mate Damiano qui reste en tête du général. Je vais quand même vous montrer le classement du jeu de l'échappée. Donc vous ne pouvez pas parier évidemment pour l'échappée de demain, puisque demain c'est un contre-la-montre. Donc pas d'échappée évidemment pour demain. C'est toujours Mate Damiano qui est en tête avec 10 points. On se retrouvera donc demain pour le prochain jeu de l'échappée. Promo Groupama FDJ Total Energy. Ça c'est une très très bonne vanne. C'est une très très bonne vanne. On se retrouvera demain soir du coup pour les prochains pronos du jeu de l'échappée. Voilà, ce débrief est terminé. On se retrouvera donc demain aux alentours de 22h pour une nocturne. Une nocturne où on débriefera le contre-la-montre et on parlera du coup de l'étape du lendemain entre Semur-en-Auxois et Colombey, les deux églises. C'est l'étape de la maison. Je suis trop content. Je suis trop content de voir le Tour de France. Je suis comme un gamin de 8 ans. Voilà, bon barbecue, effectivement. Moi, je vais partir préparer les saucisses et les merguez et checker mes lasagnes parce que demain, je fais des lasagnes. J'ai commencé à les faire aujourd'hui. Vous êtes ravis de le savoir. On se quittera là-dessus. On dit au revoir à YouTube. Nous, on va rester encore ensemble, je sais pas, une dizaine de minutes avant que je m'y mette. On dit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. N'oubliez pas les pouces et les petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça force l'algo et on est là pour l'algo, nous. Voilà. Bisous YouTube. À bientôt.